Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne Nouillot, conseillère culturelle de l'ambassade de France, et c'est un très très grand plaisir pour moi de vous accueillir à ce dernier webinaire de la fête de la francophonie en, en Espagne. Ce soir, nous consacrons donc ce dernier webinaire au rôle des femmes, qui est toujours très important, mais au rôle des femmes en particulier dans le secteur de la culture. Et nous avons l'honneur d'accueillir l'ambassadeur de Suisse en Espagne, Monsieur Mock, qui va ouvrir ce webinaire et donc clôturer la fête de la francophonie en Espagne. À vous la parole, Monsieur l'ambassadeur. Merci infiniment. C'est un honneur, en effet, d'avoir ce privilège que de clôturer cette édition remarquable en tout point. Bonsoir à toutes et à tous. Et de ma part aussi, bienvenue à ce webinaire qui nous propose donc d'échanger sur le thème des femmes dans la francophonie culturelle. Mais j'aimerais commencer par relever que durant toutes ces dernières semaines, il y a eu de très nombreuses activités en Espagne autour du thème de la francophonie au féminin. Et je tiens donc tout d'abord à remercier, aussi au nom de l'ambassade de Suisse à Madrid, les organisatrices, les organisateurs de toutes ces activités, qu'elles aient été en présentiel parfois, télématiques, un peu trop souvent, mais cela a été dû, bien entendu, aux circonstances pandémiques que nous ne connaissons que trop. Mais j'aimerais vraiment adresser des félicitations parce qu'organiser des événements de cette nature dans un pareil contexte, ça n'est pas facile. Ces remerciements s'adressent tout particulièrement à la France aussi, et donc à Stéphanie Adélaïde, ainsi qu'à l'Institut français d'Espagne à Madrid et à Anne Nouillot, pour le remarquable travail de coordination qui a été effectué. Chers webinaristes, maintenant je ne sais pas si ce terme existe, mais c'est l'un des charmes de la langue française que de permettre d'être parfois un peu ludique. Vous le savez peut-être, la Suisse est majoritairement germanophone, mais elle a quand même également le français en partage. Et à ce titre, elle adhère pleinement aux valeurs d'égalité, y compris d'égalité de genre, de paix et d'ouverture qui caractérisent l'organisation de la francophonie. De plus, le thème choisi pour l'édition de cette année, qui est la francophonie au féminin, doit avoir une résonance toute particulière pour nous autres Suisses, puisque la Confédération commémore cette année les 50 ans de l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux femmes. 50 ans, ça nous ramène à 1971, pardon, 71. Mais ça a été fait par scrutin populaire, comme c'est l'habitude chez nous. Donc à l'époque, c'est les hommes qui ont finalement décidé d'octroyer aux femmes le droit de vote. Alors d'aucuns diront mieux vaut tard que jamais. Moi, je préfère souligner que la plupart des cantons francophones de Suisse n'avaient pas attendu la Confédération et avaient introduit ce droit bien auparavant. Comme quoi le français est aussi un facteur de progrès et d'ouverture. Mais même en Suisse, tout arrive. Et aujourd'hui, je me plais à souligner que 3 de nos 7 ministres fédéraux sont des femmes et qu'à partir du 1er janvier de l'année prochaine, nos 5 secrétaires d'État le seront aussi. Du reste, à l'occasion des 50 ans du vote féminin en Suisse, le département fédéral des affaires étrangères a lancé une campagne en ligne qui s'intitule, pardon pour l'anglicisme, Women of Switzerland. Et cette campagne vise à donner plus de visibilité au rôle des femmes, que ce soit au sein de la sphère familiale, de la vie professionnelle, de la société en général, en ce inclut bien évidemment le monde culturel. Mais je reviens un instant à Madrid pour signaler que notre ambassade, dans la limite de ses moyens, s'est efforcée de participer à toutes ces activités que nous avons découvertes ces dernières semaines. Et nous l'avons fait, par exemple, par notre collaboration avec la Muestra de Cine Francofono, en promouvant la présentation de 2 films suisses, bon, allez, helvético-français, dirigés l'un par Delphine Lohérisset pour Le milieu de l'horizon, qui sera d'ailleurs aussi présenté à Barcelone, et l'autre par Callisto McNulty pour Delphine et Carole Insoumise. J'ai du reste eu le privilège d'assister à cette dernière projection qui m'a beaucoup frappé et qui m'a permis de mesurer à quel point, malgré toutes les avancées réalisées ces dernières décennies,
certains stéréotypes de genre persistent encore aujourd'hui sur la place des femmes, le rôle qu'elles doivent ou ne doivent pas jouer dans la société, voire même l'apparence qu'elles sont censées avoir ou ne pas avoir, et le statut qu'elles doivent maintenir. Et je crains fort que ces injonctions ou ces préjugés ne persistent également dans le domaine des arts et de la culture. Et je pressens donc que nous aurons certainement l'occasion d'en débattre aujourd'hui au cours de ce webinaire. C'est donc en gardant à l'esprit tout le travail accompli, mais aussi tout le chemin qu'il nous reste à parcourir, que je me réjouis d'écouter ce soir nos panélistes. Je suis sûr qu'ils et elles aborderont nombre d'enjeux et de défis qui se posent en termes de diversité et d'égalité de genre dans le cadre de la production artistique et culturelle. Chers tous et toutes, j'ai l'intuition qu'en vous connectant ce soir, vous n'aviez pas pour objectif premier d'écouter l'ambassadeur de Suisse. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de conclure ces quelques mots en passant la parole à Anne Louillot, qui va nous présenter plus en détail nos invités et invités de ce soir. Permettez-moi donc de conclure en nous souhaitant à tous un excellent webinaire de clôture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour ces mots d'introduction à la fois stimulants, hein, parce que effectivement l'exemple des 50 ans du vote des femmes, c'est tout à fait stimulant. Et puis pour votre humour, je pense que dans la lutte pour l'égalité, on a aussi besoin d'humour. Et puis on a aussi besoin des hommes. Ça, je pense que il faut le souligner. La cause des femmes, elle n'avancera pas sans que les hommes en soient convaincus. Et je sens que vous l'êtes. Donc je vous remercie en tant que femme et en tant que femme francophone. Donc merci pour ces mots. Et je suis sûre que tout le monde a été extrêmement heureux de vous entendre ouvrir ce dernier webinaire qui est un webinaire très important puisqu'il portera sur la culture. Avant de rentrer un petit peu plus précisément dans la présentation de nos éminents panélistes, je voulais aussi remercier absolument tous les membres, toutes les ambassades francophones qui ont extrêmement utilement et de manière très dynamique contribué à la programmation de la programmation très dense, vous l'avez dit, Monsieur l'ambassadeur, de cette fête de la francophonie 2021. Remercie aussi nos amis espagnols, les institutions espagnoles qui ont prêté leur concours aussi à cette fête de la francophonie et sans lesquels on n'aurait pas réussi à atteindre notre public. Et permettez-moi aussi de remercier mon équipe, l'équipe de l'ambassade de France, l'Institut français d'Espagne, qui a énormément en effet travaillé au succès de cette fête de la francophonie avec la France aussi. Et je remercie aussi Stéphanie Adélaïde, bien entendu, qui a été extrêmement active tout au long du processus. Je voulais aussi rappeler que le rôle de la femme dans tous les domaines, on va parler de la culture ce soir, mais le rôle de la femme dans tous les domaines, c'est aussi un sujet central de préoccupation de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous le savez, il y a eu une conférence des femmes de la francophonie en l'an 2000 qui avait fixé un certain nombre d'objectifs. Il y a des réunions régulières qui examinent les résultats des décisions, recommandations qui avaient été prises. Beaucoup reste à faire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette année, l'Organisation internationale de la francophonie avait choisi ce thème du féminin, car il ne faut pas baisser la garde, il faut maintenir la mobilisation pour lutter contre les inégalités et promouvoir la femme dans tous les domaines. Ce soir, comme vous l'avez dit, Monsieur l'ambassadeur, on va parler du rôle des femmes dans la culture. Pour en parler, nous avons vraiment le grand plaisir d'accueillir des intervenants tout à fait éminents, des grands activistes de la culture et qui viennent de différentes expressions culturelles et de différents pays, de différents horizons. Nous avons par exemple Ken Aïchassi, influenceuse, directrice de plateforme culturelle et qui se joint à nous depuis le Sénégal. Bienvenue à elle et un grand merci de sa participation.
Nous avons le metteur en scène Hassan Kouyaté, hein, qui nous parle directement depuis le Limousin où il tient à maintenir un festival où il y a, je suis sûre, de nombreuses femmes artistes et professionnelles. Il nous en parlera. Et enfin, l'écrivain Pierre Assouline, lui, depuis Paris, il était hier d'ailleurs à Madrid pour lancer le concours Le choix de l'Espagne. Pierre Assouline, qui lui aussi est très attaché au rôle des femmes dans la littérature. Je remercie aussi très chaleureusement Sandrine Morel, hein, correspondante du Monde en Espagne, qui a accepté de faire la modération de cette table ronde. Et sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci beaucoup à tous et bon webinaire. Merci à vous, Anne. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, donc, je tiens à remercier infiniment l'Institut français pour organiser ce webinaire. Ce webinaire en particulier, mais aussi toutes les conférences, les rencontres, les lectures qui en général permettent à tous les francophones d'ici et d'ailleurs d'avoir accès à des débats d'idées, à la fois passionnants et enrichissants. Et j'invite tous les spectateurs de ce webinaire en particulier à poser vos questions en cliquant sur l'onglet questions-réponses ou preguntas y respuestas que vous avez en bas de l'écran pour que à la fin de ce débat, nous puissions avoir un échange avec les panélistes, avec les intervenants, donc sous la forme de questions-réponses du public. Voilà, donc aujourd'hui, le sujet est les femmes dans la francophonie culturelle. Vous conviendrez que c'est un vaste sujet que celui qui nous est proposé. Et pour en débattre, nous avons donc le plaisir d'être entourés de personnalités au parcours extrêmement varié, qui vont nous permettre d'évoquer les multiples manières, les multiples façons de mettre en valeur les femmes dans la création culturelle des pays de la francophonie. Et tout d'abord, j'aurais voulu avoir l'opinion de Ken Aïcha Sy. Donc, Ken Aïcha, vous participez à cette table ronde de Dakar et vous avez créé, il y a déjà plusieurs années, une plateforme culturelle qui s'appelle Wakart et qui est destinée à mettre en valeur les artistes sénégalais et les aider à développer leurs projets. J'aurais voulu savoir tout simplement, pour commencer, quelle est la place des femmes aujourd'hui dans la création sénégalaise? Bonsoir à tous, bonsoir Sandrine, merci. Je voudrais également remercier l'Institut français pour cette invitation et pour répondre à votre question, je pense que dépendant du médium artistique, les femmes ont plus ou moins leur place. Évidemment, au Sénégal, nous avons nos réalités et on se rend compte sur les 7 médiums artistiques que beaucoup d'entre elles qui commencent une carrière artistique, malheureusement, en cours de route, si elles n'arrivent pas à arriver tout de suite à exploser et à vivre finalement de leur passion et de leur carrière artistique, malheureusement, elles arrêtent au vu des réalités sociales qu'il y a ici au Sénégal. Donc, il y a des femmes, oui, Dieu merci, il y en a, que ce soit dans les arts visuels, que ce soit dans le cinéma, dans la photographie, dans le théâtre, dans la danse, et celles qui arrivent à passer un peu le cap entre grands guillemets de la trentaine avec tout ce que ça présuppose en termes de poids en lien avec la famille notamment, en lien avec les enfants, celles qui arrivent à passer ce cap-là perdurent et sont encore là quelques années après. Et c'est celles qu'on connaît aujourd'hui, c'est celles qu'on reconnaît aujourd'hui. Mais malheureusement, je dois dire qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on regrette. Et au niveau de notre espace, la boîte à idées, c'est un des choix qu'on a fait, qu'on a posé dès le départ, c'est après avoir travaillé beaucoup avec des hommes, on s'est dit qu'effectivement, il fallait plus accompagner les femmes, leur permettre de solidifier une carrière artistique qui leur permettra ensuite de vivre de leur art simplement et de pouvoir solutionner toutes leurs problématiques familiales également. Donc, c'est vrai que la dimension économique est un point central dans leur démarche, malheureusement. Merci beaucoup.
je vais poser cette même question pour commencer un petit peu cette table ronde et poser une vision générale sur la question à Monsieur Hassan Kassi Kouyaté. Bonjour, bonsoir et merci beaucoup d'être ici. Vous êtes metteur en scène et conteur, vous êtes originaire du Burkina et vous êtes l'actuel directeur du Festival des Francophonies au Limousin. À ce titre, vous programmez aussi bien du théâtre que de la musique, du cirque, comme de la danse, des lectures, des contes et des expositions. Comment percevez-vous, vous, l'évolution de la présence des femmes dans la culture en langue française? Ouais, mon micro. Merci à l'Institut français d'Espagne, merci à vous, Sandrine, merci à mes collègues Aïcha et Monsieur Pierre Assouline de partager ce moment avec nous et ceux et celles qui nous écoutent. D'abord, j'adhère totalement à ce que Madame Si vient de dire, Aïcha vient de dire, totalement. Je commence par ça. Après, je vais tout de suite distinguer deux choses. Les femmes artistes et les femmes artistes professionnelles. Parce que pour moi, il y a beaucoup plus de femmes artistes qu'on ne voit. Elles commencent à disparaître quand elles rentrent dans le milieu dit professionnel. C'est comme Aïcha l'a dit, qu'elles doivent commencer à avoir une certaine reconnaissance, avoir une certaine activité lucrative, avoir une certaine activité de déplacement, comme elle l'a dit aussi. Les questions de famille se posent, mais au-delà des questions de famille, il y a la question de la légitimité. Et j'ai l'impression que au-delà de tout commence par la légitimité. C'est comme si on dit que la femme artiste n'a pas le droit d'être à la lumière. Ça, pour moi, c'est déjà ça. Qui a le droit parce que être à la lumière, c'est avoir un certain pouvoir. Et comme dans plusieurs sociétés, et même occidentales, la femme, qu'on le veut ou pas, est assignée pour certaines personnes, pour une certaine mémoire collective, à d'autres tâches, pas la tâche de dirigeant, pas la tâche de lumière, et donc de pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. La reconnaissance, c'est le pouvoir. Et donc, il y a un système conscient ou inconscient qui est là pour brider tout ça. Et donc, quand il n'y a pas de volonté politique, de volonté manifeste pour briser ces barrières, c'est compliqué la création féminine francophone au niveau professionnel. Donc, aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup à faire pour la professionnalisation des femmes, puisque sur leur capacité artistique, parce qu'il y a pour moi, il y a beaucoup plus de femmes artistes que d'hommes hein, dans ma tête. Et pour moi, dans la réalité, elles fabriquent depuis longtemps, puisqu'elles commencent par fabriquer l'être humain. Donc, elles créent depuis longtemps. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la vraie question pour moi. Merci beaucoup. C'est très intéressant tout ce qu'on commence à poser comme pierre pour ce débat. Et je voudrais une petite valoration, une petite évaluation, l'opinion de Pierre Assouline. Pierre Assouline, bonjour. Vous êtes aussi parmi nous. Écrivain, membre de l'Académie Goncourt. Vous étiez d'ailleurs à Madrid hier, comme a rappelé Anne, pour remettre le choix Goncourt de l'Espagne. Or, parmi les finalistes figurait la Camerounaise Djaïli Amadou Amal. Et si on remonte dans le temps, plusieurs prix Goncourt ont été attribués assez récemment à des personnes qu'on peut qualifier, des femmes que l'on peut qualifier de membres de la francophonie hein, au sens large. Je pense, bon, peut-être je tire un petit peu sur les films, mais je pense un petit peu à la franco-marocaine Leïla Slimani, hein, d'une manière un petit peu indirecte, en 2016, qui a d'ailleurs été nommée ambassadrice de la francophonie par Emmanuel Macron.
ou à la franco-sénégalaise Mara Ndiaye en 2009. Donc, c'est bien le signe d'une certaine vigueur de la création dans le cas littéraire des femmes de la francophonie, non? Est-ce qu'elles rencontrent les mêmes difficultés que pointent les autres intervenants? Comment le voyez-vous? Bonjour Sandrine. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais dans l'absolu, je trouve qu'on aura fait un grand progrès et on sera arrivé finalement à nos fins le jour où on ne distinguera plus les femmes en tant que telles pour se plaindre de l'insuffisance de leur représentation et on ne parlera plus de francophonie. Je m'explique. Je veux dire par là que pour ce qui est de la francophonie, moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que, notamment dans les grandes manifestations culturelles, les salons du livre et tout ça, il y a le coin des francophones. C'est-à-dire qu'il y a toujours des débats entre auteurs de la francophonie. Alors, en général, venant d'Afrique, mais aussi du Québec, parfois de la Belgique, mais surtout venant d'Afrique. Et c'est une sorte de ghettoisation que je trouve anormale. Moi, je suis pour qu'on appelle tous ces écrivains des auteurs de langue française. Ce qui nous réunit, c'est la langue. Et j'aimerais que désormais les débats aient lieu, comme votre webinaire, entre écrivains ou artistes, peu importe, de langue française. Certains sont originaires du Cameroun, comme Amadou Amal, qui est sur la liste du concours. D'autres sont originaires de Belgique ou de Paris ou du Maroc. Mais ils ont en commun la langue. Et la langue, c'est la vraie patrie d'un écrivain. Les Anglais réussissent ça beaucoup mieux que nous, puisque les écrivains du Commonwealth, des anciennes colonies comme Salman Rushdie, Hanif Kureishi, etc., sont considérés comme des écrivains de langue anglaise. Et après, le reste, ça vient en plus. C'est évident que leur imaginaire est différent, mais c'est ça l'intérêt de la chose. Et ils renouvellent la langue anglaise remarquablement. Eh bien, je trouve que nous, on ne le fait pas assez, justement parce qu'on les isole, on les met entre eux. Et ça, c'est une grave erreur. Donc, en fait, par rapport à la francophonie, j'ai tendance un peu à me battre contre cet effet délétère de la francophonie. Et s'agissant des femmes, eh ben, j'espère qu'un jour, on n'aura plus à penser quotas, à créer des quotas de femmes, parce que ça sera devenu un réflexe naturel de se dire que dans une assemblée, s'il n'y a pas de femmes, c'est pas normal. Mais je pense que ça arrivera de moins en moins. Je pense, et c'est pas de l'utopie. Alors, s'agissant de la place des femmes dans la culture, moi, la distinction que je fais, c'est beaucoup plus entre des créatrices et, disons, des dirigeantes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes dans la culture aujourd'hui, des créatrices, il y en a de plus en plus. Ah, attendez, pardon. Des créatrices, il y en a de plus en plus, et c'est normal parce qu'elles ont accès, je pense notamment à l'édition, hein, parce que c'est le domaine que je connais le moins mal, dans l'édition, je veux dire qu'il n'y a pas de quota. Les manuscrits arrivent, ils sont écrits par des hommes ou des femmes, mais on ne va pas les juger en fonction de ça. Jamais. Nous-mêmes au Goncourt, quand on fait nos listes de sélection, on n'essaye pas de pondérer d'une manière ou d'une autre. Donc, et qu'en finale du Goncourt cette année, il y ait une auteure d'origine camerounaise, c'est parce qu'elle le méritait, tout simplement, que son livre le méritait. Je veux dire, nous, on s'intéresse avant tout au texte. C'est le texte qui compte. J'allais dire que l'auteur est secondaire. Pas tout à fait, mais c'est d'abord le texte. Et c'est essentiel. Donc la distinction que je fais, c'est entre les créatrices d'une part, où là, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, il n'y a pas de rejet, ni rien, et d'autre part, les dirigeantes. Il y a de plus en plus dans l'édition et aussi dans la presse, vous en savez quelque chose, Sandrine, puisque votre journal est dirigé par une femme, et ce n'est pas la première fois, je parle de la rédaction, hein, est dirigé par une femme, et un jour, j'espère que peut-être, pourquoi pas, le journal lui-même sera dirigé par une femme, ce qui ne serait pas normal. Eh bien, dans l'édition, ce qui était frappant jusqu'à présent, c'est qu'il y avait énormément d'employés qui étaient attachés de presse, qui étaient directeurs littéraires, qui étaient conseillers littéraires, qui étaient des femmes. Mais c'était beaucoup plus rare que des dirigeants de maisons d'édition soient des femmes nommées à ce poste par des groupes, etc.
Et là, maintenant, ça se fait de plus en plus. Mais il y a encore des freins. On sent qu'il y a encore des obstacles. Donc, c'est ça que je distinguerai dans les deux choses. Et une dernière chose que je voudrais signaler, un paradoxe qui va peut-être changer, je l'espère, parce que c'est en train d'évoluer. Le paradoxe, c'est que jusqu'à présent, les livres sont écrits majoritairement par des hommes. Je parle des romans. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. La majorité des auteurs sont des hommes. Et on sait très bien que l'immense majorité des lecteurs de romans en librairie sont des lectrices. Ce sont des femmes. Et ça, c'est paradoxal. C'est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent écrire. Je pense que pendant longtemps, des femmes ne se sont pas crues, ne se sont pas autorisées à écrire, à proposer des manuscrits. Tout simplement, à proposer. Je ne parle pas de la publication, mais l'envoi même des textes à des maisons d'édition. Et ça, c'est aussi en train de changer. Donc les femmes s'autorisent, et c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Il y a énormément de choses sur lesquelles je pense on devrait rebondir. D'abord, je vais commencer par rebondir peut-être sur la critique que vous faites à ce carcan de francophonie pour diviser les écrivains. C'est vrai qu'on peut se poser la question, j'imagine, de pourquoi faire une distinction. Je pense qu'ici, en Espagne, dans le cadre de ce webinaire, ça a un sens particulier, puisque c'est vrai que ce qui nous intéresse aussi, peut-être, c'est de parler de la langue française, de la langue française dans des pays où les gens la choisissent, où ce n'est pas forcément la première langue qui est parlée, et où c'est un acte d'amour. Et aussi pour une autre raison, et là je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit vous-même, parce que vous faites énormément de conférences, de séminaires dans le monde entier pour défendre la langue française, et j'ai lu quelque part que vous aviez dit qu'elle véhiculait beaucoup plus que des mots, et qu'elle pouvait être un atout, même un atout commercial. Je vous cite, un cheval de Troie de l'économie. Et je pense peut-être qu'en suivant cette idée, elle peut être aussi un vecteur de liberté, d'égalité des droits, d'émancipation pour les femmes. Non, et peut-être que là, il y a quelque chose à dire aussi sur le contenu des livres écrits par les femmes. Est-ce qu'il y a cette cause des femmes qui peut-être transparaît plus dans les lecteurs, les écrivaines de la francophonie, ou est-ce que vous voyez... Je ne suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Bon, il faudrait faire une étude très serrée, très pointue, que je n'ai jamais faite. Et il y a peut-être des thèses en préparation sur la question. Il faudrait prendre les textes, les passer au laminoir, si je puis dire. Je ne suis pas sûr, parce que moi, je lis des livres écrits par des femmes. D'abord, première chose, s'enlever de l'idée qu'il y ait des livres écrits pour des femmes, par des femmes pour des femmes. Quand on écrit, on se destine à personne. Je veux dire par là que on n'écrit pas pour des femmes. Il y a pas. Parfois, j'ai entendu des gens, notamment des femmes, dire ah oui, ça c'est un livre pour nous les femmes. Non, un roman, il est écrit pour tout le monde. Je veux dire que un écrivain qui pense à la réception et au public en écrivant, il est fichu. On ne choisit pas ses lecteurs, fort heureusement. Moi, par exemple, j'ai souvent entendu dire oui, dans votre jeunesse, vous les hommes, vous avez lu Stevenson. Ben, je suis désolé, moi, mon écrivain de chevet, quand j'étais adolescent, c'était Virginia Woolf. Et c'est resté mon écrivain de chevet. Un écrivain pour lequel j'ai la plus grande admiration. Mais Une chambre à soi est un grand livre. Mais c'est un livre sur les femmes pour les inciter à s'émanciper, à avoir une chambre à soi pour écrire. Oui, mais alors ça me concerne aussi. Ça m'intéresse aussi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des livres pour plaider la cause des femmes. Je pense que le plus important, c'est d'envoyer un signal pour dire il faut s'autoriser. Parce que le blocage a été intégré pendant des siècles, à savoir que les femmes n'avaient pas accès à tout ça et que ce n'était pas leur lieu, que la création... Vous savez, moi j'ai même entendu une très grande psychanalyste, très célèbre dans le monde entier, française, je ne donnerai pas son nom, dans un déjeuner où on parlait que de ça. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, en fait, les femmes n'ont pas eu besoin pendant des siècles, et même encore aujourd'hui, de créer, que ce soit en tant que peintre, en tant qu'écrivaine, etc., parce qu'elles enfantaient. Dès lors qu'elles enfantent, elles donnent naissance à une œuvre qui est un enfant. Donc elles ne se sont pas senties la nécessité d'enfanter des livres ou des tableaux.
bon, malheureusement, elle n'est pas là pour défendre son idée, et c'est pas moi qui vais la défendre. Mais vous voyez, c'est ça, ce genre de choses qu'on peut entendre dans les débats. Il y a aussi ça. Hein. Vous, Madame Si, Kanaïcha, je voulais vous demander votre avis aussi sur cette question. Est-ce que la création des femmes au Sénégal est une forme d'émancipation? Est-ce qu'elle traite de l'émancipation? Est-ce qu'elle traite de l'égalité? Est-ce que c'est un sujet récurrent? Comment est-ce que vous voyez cette participation des femmes? Dépendant. Allô, allô, allô. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Je pense juste que dépendant du médium artistique que les femmes choisissent, elles sont libres d'exprimer ce qu'elles veulent. Effectivement, nous avons des artistes, des créatrices qui parlent de la liberté, qui parlent des violences, mais ce n'est pas le seul sujet. Ce n'est pas le seul sujet. C'est quelque chose qu'on retrouve, mais ce n'est pas le seul sujet. Je pense que ce que enfin, Pierre, si je peux me permettre de vous nommer par votre prénom, disait est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un problème ici, en tout cas, sur le fait d'oser. Beaucoup d'entre elles n'osent pas parce qu'elles ont peur du jugement de la société, du qu'en dira-t-on et de tout ce cliché, tous ces stéréotypes qu'il peut y avoir aussi autour du statut de l'artiste et du statut de la femme artiste. Et c'est une image qui est souvent dégradée. Moi, je sais que par rapport à ce que j'ai eu à produire pendant ces 10 dernières années, j'ai subi aussi ça, cette étiquette-là qu'il fallait, il fallait se défaire de ça pour pouvoir continuer d'avancer, mettre des œillères, ne pas forcément s'arrêter sur ces jugements-là. Donc oui, je pense qu'il faut oser et je pense que les femmes ici osent, mais jusqu'à un certain point. Après, encore une fois, elles traitent de différents sujets dans leur création. On n'est pas juste dans une revendication ou dans cette quête de liberté. Ça revient, mais ce n'est pas le seul sujet. Vous-même, vous êtes né, vous avez grandi au Sénégal, mais vous êtes parti étudier en France avant de revenir au Sénégal. Est-ce que la langue française est quelque chose qui vous a apporté en particulier des atouts, des outils pour votre épanouissement professionnel, pour votre réalisation culturelle? Est-ce que c'est quelque chose d'important dans votre vie? Oui, je pense qu'être francophone et au-delà de ça, même avoir cette double culture, cette double nationalité a été un atout indéniable. Je suis le fruit d'une double culture, je peux m'adresser à un public francophone, mais pas seulement. Je pense que la force est cette double culture. Le fait de parler français et d'avoir une bonne connaissance de la culture française est un avantage certain, mais évoluant au Sénégal, je pense que ce qui m'accompagne tous les jours, c'est aussi d'avoir une bonne connaissance de la culture sénégalaise et de tous les codes de cette culture-là. Je parle français, mais je parle aussi Wolof. Et je pense que l'un est lié à l'autre et on ne peut pas évoluer au Sénégal dans le milieu culturel sans parler les deux langues. C'est impossible. Après, c'est vrai que la majorité des acteurs, des professionnels de la culture parlent français. Effectivement, toutes les démarches administratives, les appels à projets, les appels à financement se font en français. Et c'est aussi quelque chose sur lequel je suis souvent sollicitée. C'est-à-dire que dans l'accompagnement que j'ai eu à faire durant 10 ans, j'ai accompagné beaucoup d'artistes qui avaient des problèmes de langue, qui ne pouvaient pas ou qui ne savaient pas comment monter des dossiers, comment présenter au mieux leurs travaux parce qu'ils avaient des gaps au niveau du langage, parce qu'il y avait des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, ce genre de choses. Donc c'est vrai que dans l'action qu'on mène aujourd'hui, il y a aussi un grand volet qui est lié à la langue, notamment la langue française, pour accompagner les artistes à pouvoir
représenter au mieux leurs travaux et pour pouvoir être compris justement de tout le circuit institutionnel aussi, parce qu'ils dépendent de ça finalement. Donc, même quand on s'adresse aux autorités au Sénégal, on s'adresse à elles en français. Ça reste quand même la première langue nationale, il faut le dire. Donc, c'est vrai que la majorité des choses se fait en français. Mais pour comprendre les acteurs et solutionner leurs problématiques au quotidien, il faut avoir une maîtrise du Wolof concernant le Sénégal. Et je pense que pour mon collègue, monsieur Kouyaté, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque pays de la francophonie switch, entre guillemets, entre les deux langues. Et puis, on a aussi maintenant la présence de l'anglais qui est indéniable. Donc, le français, oui, mais pas seulement. Je voudrais poser une question à Madame Si. C'est très intéressant, mais est-ce que quand vous dites que le français est la première langue du Sénégal, est-ce que vous le déplorez? C'est une très bonne question. Je ne le déplore pas parce qu'encore une fois, je fais partie de cette culture française-là et je me sens à 50% française comme je me sens à 50% sénégalaise. Après, c'est vrai que pour certains acteurs, parce qu'il faut aussi rappeler que Dakar est le centre d'activité, il y a beaucoup de gens qui sont isolés parce qu'ils n'ont pas une bonne maîtrise du français et dans ce cas-là, effectivement, c'est déplorable. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les langues, mais c'est vrai que c'est indéniable que le français reste la langue nationale. Officiellement, c'est le cas. On est sorti d'un séminaire, notamment avec l'Institut français ces 2 derniers jours, sur le livre de jeunesse et justement la francophonie dans la littérature, etc. Aujourd'hui, dans les combats qui sont faits au Sénégal, on sait que c'est très important d'avoir aussi les langues nationales pour que les enfants demain puissent continuer à se développer, apprendre le français, oui, mais aussi le faire dans leur propre langue, pour ne pas avoir des individus qui finalement, comment dire ça, ne sont pas finis en termes de développement. Mais est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que le français est considéré comme une langue étrangère, tout en étant une langue nationale? Oui, ça reste une langue étrangère parce que tout le monde, enfin, les mères, donc c'est souvent les mères qui apportent le langage. Moi, j'ai un enfant, je lui parle en français, je lui ai amené ce langage-là. Au Sénégal, la majorité des gens parlent Wolof ou d'autres dialectes, parce qu'il y a aussi le Pulaar, il y a aussi le Serer. Et en général, les mères sont le canal de transmission de ce langage-là. Et c'est vrai que quand on sort de Dakar, la majorité des gens ne parlent pas français. Ils vont apprendre le français à l'école, mais leurs parents, donc leurs premiers interlocuteurs, ne parlent pas forcément français. Je trouve même, si je puis dire, que le niveau de français a beaucoup régressé. On a des individus qui parlent de moins en moins bien français. On arrive à se comprendre et on arrive à travailler ensemble, mais la qualité du français qui était parlé il y a quelques années en arrière, je pense, c'est beaucoup dégradé. C'est une opinion personnelle, mais c'est un constat aussi que j'ai fait. Merci beaucoup, Kanaïcha. Est-ce que, Hassan, vous voulez rebondir un peu sur ce qui est dit en ce moment, sur aussi peut-être les carcans que se mettent les femmes à elles-mêmes dans la création, non comme disait Pierre, comme disait aussi Kanaïcha. Est-ce que vous sentez que ce que vous disiez auparavant, non que on attribue un rôle à la femme qui n'était pas celui de créer de manière culturelle. Est-ce que c'est quelque chose que les femmes elles-mêmes ont intériorisé? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se briser? Est-ce que vous voyez une évolution dans ce sens-là? Oui, on parlait tout à l'heure de ça. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une question de légitimité. La légitimité, on vous la donne et même on la prend aussi. On l'acquiert soi-même aussi. Et en général, ce que moi j'ai vu dans mon métier, moi je suis plutôt dans le théâtre, le spectacle vivant, et le théâtre, la danse, la musique. Dans ce métier où
elles se révoltent, ou on dit qu'elles sont des révoltées, ou on dit que c'est des révolutionnaires, dans les deux cas. Donc, ça veut dire dans les deux cas, pour eux, pour la société, ce n'est pas normal, en guillemets. Ce n'est pas normal qu'elles le fassent. Et nous, on constate que, en tout cas dans notre petite étude qui n'est pas officialisée, qui n'est pas universitaire, mais c'est par rapport aux femmes artistes que j'ai fréquentées, la majeure partie est soit seule, soit a eu une histoire cassée, ou des histoires où au mieux les artistes, les compagnons ou les compagnes sont aussi dans le même métier. Sinon, c'est compliqué. Ça, c'est des constats. Et après, Aïcha a dit quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, ça se mesure à la somme d'argent qu'elle rapporte. Et quand elles rapportent un peu plus de moyens, là, le moyen légitime leur métier, leur faire. Et donc, aujourd'hui, on est très, très loin du compte. On est très loin du compte. C'est pour cela que je fais la différence entre les femmes artistes et les femmes artistes professionnelles. Parce que moi, je connais beaucoup de femmes artistes. Et mon travail, justement, dans le cadre de mes missions, c'est d'aller tout de suite et voyager et vous détecter ces pépites. Moi, je les appelle des pépites, et qui sont entourées de sable. C'est de dire, vous voyez, vous êtes des pépites, vous êtes capables, vous devez aussi, vous avez des choses à dire, vous avez des choses importantes à nous dire, à faire savoir. Et donc, quand ça part de quelqu'un qui vient d'une institution comme la mienne, tout de suite, on dit attention, c'est le directeur des francophonies qui a dit. Et donc, tout de suite, ça prend une autre envergure, et même autour de la personne. Donc, nous, on essaie de faire ça, et c'est dans ce sens que nous, moi, dans le cadre de mon travail, on a mis des bourses d'écriture de pièces de théâtre dédiées qu'aux femmes. On a un dispositif qui s'appelle Découverte, c'est-à-dire on découvre des femmes qui écrivent, qui n'ont pas été éditées ni jouées. Donc, ça veut dire des gens on doit découvrir. On les aide à venir aux francophonies pour travailler. Et nous avons aussi un autre dispositif qui s'appelle Terminer un texte, parce que on essaie de trouver des femmes aussi qui ont une certaine qualité, qui ont une certaine aptitude à venir finir un travail qu'elles n'osent pas terminer. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, je voudrais rebondir rapidement sur la question de la langue française, du français et tout. Moi, aujourd'hui, oui, le français, si je ne parlais pas le français, je ne crois pas que j'allais être en face de vous aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Avec mon bamana, moi je suis bamana, je ne crois pas qu'on allait m'inviter. Ça, c'est un. De deux, le français, moi, je dis souvent que je suis un zèbre. Le noir et le blanc sont dessinés chez moi. Et le blanc éclaire le noir éclaire le blanc. C'est une langue qui m'a permis d'avoir une certaine instruction, une certaine connaissance, d'avoir accès à certains livres que je n'ai pas à ma langue, d'avoir accès à certaines histoires du monde que je n'ai pas à ma langue. Et donc, c'est une langue qui m'a permis de m'enrichir d'une certaine manière. Mais ça m'a permis aussi d'aller fouiller ma langue, d'être une sorte de loupe pour revoir ma société et ma langue à moi-même, ma langue maternelle, et vice-versa. Donc, aujourd'hui, pour finir, si dans mon pays, je suis né au Burkina Faso, mais je dis souvent que je suis mandingue, je suis presque de l'Afrique de l'Ouest. Si on prend la définition scientifique de la langue, il y a plus de 300 langues. Donc, deux fois à 10 km d'un village à un autre, on ne parle pas la même langue.
Heureusement qu'il y a eu le français. Après le français, moi, il y en a, moi, il n'y a pas. Comme on dit, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi, ça m'a permis de communiquer d'une certaine manière avec certaines personnes du même territoire que moi, du même peuple que moi. Très bien. Pierre, peut-être rebondir là-dessus, puisque c'est une réponse à ce que vous disiez auparavant. Donc, écrivain de langue française, effectivement, c'est un outil, la langue, et c'est un vecteur aussi, c'est un vecteur d'une histoire, d'une culture, de valeurs, peut-être. Oui, en fait, je voudrais remarquer une chose déjà, c'est que le problème se pose différemment pour les écrivains. Parce que là, on parle des artistes. Quand on dit artiste, moi j'entends à la fois écrivain, peintre, musicien, cinéaste, dramaturge. Donc tout ça, c'est des artistes. Et il ne faut jamais oublier que les écrivains sont aussi des artistes. Si un écrivain n'est pas un artiste, ce n'est pas un écrivain. Mais parmi les artistes, l'écrivain est quand même à part pour une raison. C'est que la langue, c'est son instrument. Ce n'est pas le cas des autres. Par exemple, je suppose qu'au Sénégal, vous avez des acteurs qui jouent des pièces en français, mais ils peuvent les jouer aussi parfois en Wolof. Ça dépend dans quelle ville ils se trouvent et à quel public ils s'adressent. Alors que quand un écrivain africain ou par exemple nord-africain, je connais mieux ceux d'Algérie, Tunisie, Maroc, notamment le Maroc, quand il décide d'écrire son œuvre en français, mais il l'écrira jamais en arabe, parce que c'est devenu sa langue d'expression. Donc, c'est différent, si vous voulez. L'usage qu'il fait de la langue, bah, c'est son instrument, c'est indispensable. Alors qu'un musicien, la langue qu'il joue, la langue dont il se sert, c'est une langue internationale, la musique. On n'a pas besoin de la traduire. Un peintre, il utilise un langage que le monde entier peut comprendre. Alors qu'un écrivain, il choisit sa langue d'expression. Donc c'est un cas un petit peu différent. Mais je trouve notre conversation vraiment intéressante parce que c'est quand même paradoxal qu'on veuille ou non. Je ne parle même pas du faux procès en colonialisme ou néocolonialisme de la langue. Mais le fait qu'un pays comme le Sénégal, par exemple, et ce n'est pas le seul pays d'Afrique, hein, la langue nationale, celle qui sert à tous les habitants à communiquer entre eux quand ils doivent communiquer entre eux, au-delà des dialectes locaux et au-delà des autres langues plus ou moins majoritaires, que ce soit une langue étrangère au continent, le français, c'est quand même une langue étrangère, ben, je trouve ça intéressant, d'autant plus que d'après toutes les études prospectives qui sont menées par les instituts internationaux, non seulement la francophonie a un grand avenir devant elle, contrairement à ce qu'on croit, pas du tout battu en brèche par l'anglais, mais l'avenir de la francophonie, c'est l'Afrique. Dans les 20 ans à venir, les locuteurs du français en Afrique, ça va faire un boom extraordinaire. Donc, moi, je dirais que la langue à plaindre aujourd'hui, c'est l'anglais. Tout le monde nous dit l'anglais a gagné, il ne s'agit pas d'une bataille, mais enfin, gagne des parts partout, etc. Moi, je plains l'anglais parce que j'aime cette langue-là et je connais beaucoup d'anglais, notamment des universitaires et des autres, qui estiment que l'anglais est en échec. Pourquoi? Parce que l'anglais qui progresse dans le monde entier, c'est une langue qui s'appelle en vérité le globish, c'est-à-dire une langue abâtardie. Le globish fait un mal fou à la langue anglaise. Le globish, c'est l'anglais d'aéroport, c'est-à-dire une langue qui est vraiment maltraitée, malmenée, et dans laquelle les Anglais ne se reconnaissent pas. Parce que c'est triste. Donc, moi, j'ai plus de peine pour l'avenir de l'anglais que pour celui du français. Alors là, justement, on revient dans le cadre de la francophonie et pas seulement de la langue francophone, parce que quand vous parlez du potentiel de croissance du français en Afrique, c'est parce qu'on est dans l'espace de la francophonie. Oui, appelons ça comme ça. Voilà, oui. on dépasse les cas particuliers individuels de pratique du français pour parler d'un espace où le français est largement diffusé comme langue. Et moi, ce qui m'intéresse justement, de revenir... voilà, j'aimerais revenir sur le fait que quand on parle avec Kanaïcha ou quand on parle avec Hassan ou avec vous, Pierre,
quand on parle de la diffusion de la langue française, on parle aussi non, de peut-être une culture qui est imprégnée, une culture qui est effectivement sur deux rives, qui est double, comme disait Kanaïcha, qui est une culture qui est à la fois locale et qui est une culture qui puise aussi dans toute l'histoire de la culture française. Et c'est là où je pense que ça peut être intéressant de parler des femmes dans la francophonie, puisque c'est le sujet de cette conférence, qui est de voir comment, dans cet espace où le français a tellement imprégné la culture, les femmes parviennent à s'exprimer, à peut-être rompre des carcans en utilisant l'outil qu'est la langue française ou en utilisant la culture, les débats qui sont ceux qui ont lieu en France. Et en revenant sur ce que dit Hassan et sur ce que dit Kanaïcha, j'aurais voulu vous demander à tous les deux, et celui qui veut répondre en premier, qui me fasse un signe, est-ce que vous avez l'impression que ces artistes professionnels dont vous parlez peuvent servir aussi à aider les artistes qui ne sont pas professionnels, qui sont celles que vous dites qui n'arrivent pas à franchir ce pas, qui sont celles qui n'arrivent pas à vaincre le problème de la conciliation avec la vie de famille ou l'image négative, etc. Est-ce qu'il peut y avoir dans cet espace de la francophonie une aide, des aides qui ne sont pas forcément des aides d'État, mais qui sont aussi des aides entre créateurs pour montrer une voie, non peut-être commencer par vous, Hassan, qui mentionnait justement ce problème entre les femmes professionnelles et les femmes non professionnelles. Est-ce qu'elles s'aident entre elles? Est-ce qu'elles peuvent former une communauté? Avant de répondre à cette question, je voudrais parler de deux choses. La première, j'entends souvent la francophonie. Moi, ça me gêne. Moi, je dis la francophonie, ça me gêne. Déjà, je dirais les francophonies, si on veut parler de francophonie. Où je rejoins M. Assouline, c'est que ce serait bien un jour qu'on parle d'artistes. C'est tout, d'être humain. Et ça sera bien. Le jour où on sera arrivé à ça, je crois que ce sera l'idéal. Parce que je déteste ce qu'on m'appelle artiste francophone. Je le dis, mais c'est paradoxal. Je suis directeur des francophonies. D'ailleurs, j'ai insisté pour qu'on mette les francophonies. Pourquoi? Parce que je dis la francophonie québécoise n'est même pas la francophonie canadienne-française. La francophonie canadienne-française n'est pas la Wolof, n'est pas la congolaise, n'est pas l'algérienne. Si on part du principe que la francophonie, pour moi, est l'enfant qui naît entre une culture, donc une autre langue, et la langue française, quand il se marie, l'enfant qui sort de là, c'est ça qui est la francophonie. Donc, ça veut dire que tous les métis sont pareils. C'est faux, pour moi. Donc, on ne peut pas dire la francophonie. Donc, les francophonies. Ça, je voulais parler de ça. Mais l'idéal, c'est qu'on ne parle pas de francophonie un jour. Et ensuite, la deuxième chose, l'intervention, si on parle de femmes qui parlent français ou qui s'expriment en français ou qui créent en français, ben, c'est une langue qui vient d'ailleurs. Où elle apprend ça? À l'école. Et quel est le taux d'alphabétisation ou de scolarisation des femmes dans nos pays? Ça commence par ça. Commençons par ces problèmes. Combien de filles vont à l'école dans les pays francophones? Combien de filles, quand elles rentrent à l'école, on peut aller un peu loin dans la scolarité, dans leur scolarité? Ça, c'est des vraies questions. Donc, c'est là qu'on apprend en général le français à l'école. Il y a très peu de familles qui parlent le français à la maison. C'est ce qu'on appelle certaines familles évoluées. Évoluées, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, il y a une minorité de femmes qui parlent français, donc qui peuvent créer en français. Donc, je parle plus loin de la création francophone. La création francophone, elle est minime au niveau du nombre de femmes par rapport au nombre de femmes qui existent, parce qu'il y a très peu de femmes scolarisées, il y a très peu de femmes par rapport au nombre de femmes qu'il y a, qui peuvent avoir un certain niveau de maniement de cette langue pour s'exprimer là-dedans. Donc, ça, c'était la deuxième remarque que je voulais faire.
maintenant répondre à la question, est-ce qu'il y a une solidarité entre les femmes? Oui, oui, il y a une solidarité entre les êtres humains. Moi, je dis partout, quand l'être se sent minoritaire, fragilisé, quelle que soit il y a une certaine solidarité. Oui, elle n'est pas que parce qu'elles sont francophones, elles essaient de faire des associations, des clubs pour faire face. Moi, je connais dans certains pays francophones où des femmes artistes se sont mises en colocation pour faire face, pour pleurer, comme elles disent, les unes sur les épaules des autres par rapport aux difficultés des temps, de leur métier. Oui, il y a une solidarité. Mais la solidarité, je crois qu'elle doit aller se chercher encore plus loin. Donc, je dis dans la politique de l'éducation. C'est là d'abord qu'il faut, dans les lois interdisant de marier une fille à 12 ans, à 13 ans, et donc qui enfante à 14 ans, 15 ans, et qui est bloquée. Les vrais problèmes sont ailleurs, d'abord, à mon avis. Kanaïcha, vous partagez cette idée? Oui et non, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas tout blanc ou tout noir. Les femmes artistes qui ont réussi dans ce pays ont monté, donc de mon point de vue sénégalais, les femmes artistes qui ont réussi dans ce pays ont monté des sociétés, des entreprises, des associations, des écoles. Je pense à Germaine Acogny, je pense à Fatou Kandé Senghor, je pense à toutes ces femmes qui se sont remis dans la transmission après avoir réussi à arriver à un certain niveau de carrière et de reconnaissance. Celles-là ont démarré donc de la transmission et donc oui, elles accompagnent d'autres femmes. Après, je ne pense pas que le choix de la relève est forcément féminin, même si elles sont profondément féministes. Et je pense aussi que la principale problématique pour moi, c'est la valorisation de ces success stories, comme on aime le dire, et la création excusez-moi de l'anglicisme, mais de ces storytelling. Moi, ce que j'ai fait au niveau de Warheart, c'est que je valorise les profils des femmes, quel que soit leur niveau de réalisation, pour dire aux autres qu'il y a des femmes comme elles qui ont créé des choses et qui ont réussi et qui continuent d'exister et qui sont des moteurs et des sources d'inspiration. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les industries culturelles, parce que je suis d'accord avec M. Kouyaté, il faut mettre les choses avec des S partout. Je pense que c'est ce qui nous manque. Il nous manque cette valorisation de tous ces profils féminins qui ont réalisé des choses merveilleuses au fil des 50, 60, 100 dernières années, je ne sais pas, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, partout sur le continent. Et il faut pouvoir valoriser ça pour dire aux jeunes filles qui sont derrière nous qu'il y a des femmes qui ont réussi et qui sont des sources d'inspiration. Il y a eu, même au-delà de la culture, des reines, des dirigeantes, etc. Et je pense que pour moi, c'est l'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'on ne valorise pas du tout leur réussite. C'est toujours une réussite masculine dans un système patriarcal, etc. Et je pense que ça, c'est un problème de fond. Les médias ne jouent pas leur rôle non plus. Moi, il me plaît à taquiner mes collègues journalistes sénégalaises et à leur dire, mais dans 90% des productions que vous faites, vous parlez des hommes. Où sont les femmes? Et pourtant, elles sont là. Donc, oui, je pense qu'il y a une problématique autour de la valorisation des profils féminins, des profils créateurs, quel que soit d'ailleurs leur niveau de réussite. Je pense qu'il faut qu'on les présente dans les établissements scolaires, il faut qu'on les présente dans les médias, etc., pour pouvoir dire au grand public et à ces jeunes filles qu'elles ont leur place, tout simplement. Pierre, excusez-moi.
Pierre, vous disiez tout à l'heure que dans la littérature, vous pensiez que ce problème ne se posait pas, que réellement les écrivaines, les femmes écrivent, non autant sans doute que les hommes, et elles sont, sauf bon, que les contraintes qu'elles se mettent elles-mêmes sont les seules raisons du manque peut-être de représentation dans certains espaces. C'est-à-dire que moi, je trouve que ce serait méprisant pour les femmes que de leur accorder une place quelque part parce que ce sont des femmes. Je veux dire par là, l'exemple que donnait Kanaïcha tout à l'heure me pose problème, enfin, par rapport à ce qu'elle disait des journalistes, des journalistes femmes sénégalaises qui ne mettent pas assez en valeur les autres femmes. Oui, certainement, mais j'aimerais que ça soit fait d'abord en fonction de l'œuvre en question. Ce qui compte, c'est l'œuvre, c'est pas l'auteur. Que l'auteur soit un homme ou une femme, la solidarité ne devrait pas jouer là. Parce que si elle jouait là, ce serait méprisant pour la créatrice en question. C'est-à-dire que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le critère, ça doit être avant tout la qualité de l'œuvre et son originalité. Enfin, ça, si on sélectionne, si Marine Diaye a eu le prix Goncourt, il y a 7 ou 8 ans, je ne sais plus, c'est parce que c'était, mais pas parce que c'était Marine Diaye, parce que son livre méritait le prix Goncourt. Il s'agissait pas, c'est comme si on avait dit, on va lui donner parce qu'elle est noire. Non, ce serait scandaleux. Si c'était ça, ce serait scandaleux. Et j'espère que jamais on entendra qu'on a donné le prix Goncourt à quelqu'un parce que c'était une femme. Moi, j'aurais honte d'une telle déclaration. Mais tout à l'heure, vous disiez vous-même que souvent, c'était les femmes qui devaient s'enlever s'autoriser, oser. Voilà. Mais ça, il faut faire passer le message. Il faut faire passer le message directement aux femmes, comme vous êtes en train de le faire, là, finalement. Nous tous, on est en train de le faire. Et moi, bon, je trouve que je suis journaliste, mais j'enseigne aussi un petit peu depuis 25 ans. Et je ne cesse, dans mon enseignement, de dire ça aux étudiants et étudiantes, tout mélangé, mais en espérant que les étudiantes l'entendent bien, oser. Vous savez, la censure, c'est une horreur, mais il y a pire que la censure, c'est l'autocensure. Et en tant que journaliste, vous le savez bien. Donc, voilà, ça fait des ravages, mais des ravages partout dans le monde. Hein. C'est-à-dire que parfois, il y a des milieux sociaux ou des autorités politiques qui arrivent à créer une telle atmosphère que ça parasite toute création et surtout, ça parasite les créateurs pour aller proposer quelque chose ou s'autoriser à proposer quelque chose. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que c'est un mal qui ronge de l'intérieur, ça. Je comprends à ce que vous dites que vous êtes contre les quotas. Je vais vous dire, j'ai vécu une expérience avec les quotas, mais pas vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des classes défavorisées, pour dire ça comme ça, parce que j'enseigne à Sciences Po. Et il y a 20 ans, Richard Descoings, qui dirigeait Sciences Po, était le premier à vouloir faire un concours particulier pour des jeunes qui voulaient faire Sciences Po, mais qui venaient de ce qu'on appelle les ZEP, zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire des zones défavorisées, notamment dans la banlieue parisienne, mais aussi dans le reste de la France. Et quand il a eu cette idée-là et qu'il l'a installée à Sciences Po, je me souviens que la grande partie des professeurs étaient contre. Et j'en faisais partie, en disant, l'argument c'était, mais pourquoi faire un truc à 2 vitesses? C'est discriminant pour les autres, etc. Il l'a mis en place quand même. Eh bien, au bout d'1 an, j'étais conquis. Et depuis 20 ans, j'ai des élèves, des étudiants qui viennent de toutes ces zones. Ils viennent par un concours, de toute façon. Et je vais vous dire, la sanction est très simple. Au bout d'1 an, si ça ne marche pas, s'ils n'ont pas de niveau, s'ils ne devraient pas être là, de même, ils s'en vont. De même, ils ne se trouvent pas à leur place. Parce que ça ne marche pas. Mais la plupart du temps, ça marche. Et très souvent, c'est parmi les étudiants les plus brillants que j'ai eus, même encore cette année. Et je m'en réjouis parce que c'est parmi les plus brillants, les plus originaux, les plus travailleurs. Donc, oui, il faut des quotas, mais
dans l'idéal, j'en parlais tout récemment avec une ambassadrice, peu importe, me disait, on est tombé d'accord là-dessus, il faut des quotas pour impulser, pour donner une impulsion dans un milieu professionnel notamment, qui est en général totalement masculin. Mais après un moment, il faut que ça disparaisse pour que l'idée, l'inscription de la femme dans ce paysage masculin soit un réflexe naturel. Et qu'on ait suscité des vocations, etc., mais que ça soit naturel. Mais si ça doit, si c'est définitif, la politique des quotas, je crains que ça entraîne des abus et des distorsions. Moi, c'est pour ça que je vous dis, dans l'idéal, il faudrait que dans quelques années, tout ça vienne naturellement. Quand on voit l'Assemblée nationale, on se dit qu'il y a encore du boulot à faire. Quand on voit les partis politiques en France, il y a encore du boulot. Mais dans le milieu qui est un peu le nôtre, à la fois le journalisme, la presse, l'édition, les médias, quand même, les choses ont quand même beaucoup évolué. Mais c'est vrai qu'il y a des postes de direction qui sont bloqués, où là, il y a une sorte de machisme conscient ou inconscient qui demeure et qui est très dommageable. Juste une chose, j'ajoute, et vous l'aviez évoqué au tout début, je voudrais le redire, bien expliquer aux gens qui ne sont pas des gens de la culture, mais qui sont des décideurs économiques, financiers, que la langue française, c'est aussi une arme commerciale. Donc c'est leur intérêt. La France a raté le grand virage en Indochine après la guerre du Vietnam, après la guerre du Cambodge, quand les Américains se sont retirés. À ce moment-là, il fallait rester pour travailler et pour dire on va beaucoup soutenir les instituts français, on va les développer, les alliances françaises, pour développer la langue française. Parce que quand la langue arrive, ou quand elle est là, renforcée, eh bien, les entreprises viennent derrière. Eh bien, la France n'a pas joué ce jeu-là. Elle s'est dit, oui, bon, l'Indochine a été française autrefois, on va nous accuser de néocolonialisme, etc. Ils ne se sont pas intéressés. Et sont arrivés les Allemands, les Américains, les Chinois, qui ont développé des instituts au Maroc. L'Instituto Cervantes a une grande importance dans le nord du Maroc. Vous voyez, et ça a été espagnol autrefois, le Maroc. Eh bien, les instituts Cervantes font un vrai travail de fond. Justement, on a une question là d'une spectatrice, Anna-Isabelle Garcia, qui dit « Pourquoi dit-on que le nombre de Français se multipliera en Afrique dans les années à venir ?» Pas de Français. Non. Francophone. Francophone. Attention, c'est pas la même chose. Et donc, c'est ce que les études. J'invite cette auditrice à aller voir sur des sites peut-être de l'UNESCO, notamment, mais il y a des études qui sont faites régulièrement sur l'évolution de la francophonie. Et des études très, très, très poussées, très profondes, faites par des démographes, des prospectivistes, des sociologues, et qui montrent toutes qu'on va assister à un boom de l'usage du français dans les pays d'Afrique, en général, dans l'Afrique. Pas seulement dans l'Afrique francophone, bien sûr, mais au-delà aussi. Parce que vous avez l'Afrique germanophone, enfin en partie, puis l'Afrique anglophone. Et donc, alors comment est-ce qu'ils font leurs calculs? Je ne suis pas du tout spécialiste et je ne m'aventurerai pas là-dedans, mais que cette auditrice aille voir du côté de ces rapports. C'est lié à l'augmentation démographique aussi. Je ne sais pas si Kanaïcha ou Hassan, vous avez quelque chose à ajouter sur ces questions-là? Oui, moi je voulais juste dire que même si c'est effectivement un rapport que j'ai vu passer également, je pense que ce n'est pas le français ou la francophonie, mais les francophonies, comme M. Kouyaté le disait plutôt. Et je pense qu'on aura des espèces de variantes de créole parce que tous ces peuples du continent ont une double culture et parleront un français qui sera différent du Sénégal au Mali, de la Côte d'Ivoire à je ne sais quel autre pays sur le continent. Et donc, ça sera une base peut-être linguistique française, mais je pense que ça ressemblera plus à un langage métissé, à un langage créole comme on peut déjà le trouver au Sénégal, aux Antilles notamment. Oui, voilà.
C'était juste une Non, petite mais précision. tant mieux, justement, parce que le créole, vous avez l'exemple qui est très intéressant de la Guadeloupe et de la Martinique. Euh, Quand vous lisez les livres de Patrick Chamoiseau, d'Édouard Glissant, je veux dire, ils ont réinventé une langue. Ce créole enrichit la langue française. Donc, tant mieux qu'il y ait du créole et que ces langues à venir soient du créole. Quand je parle du développement du français en Afrique, moi, je n'espère pas que ce soit la langue de Montaigne, ni celle de Charles Baudelaire, surtout pas. Non, il faut que ce soit une langue qui soit truffée de tous les imaginaires, de tous les mots, bien sûr, heureusement. C'est comme ça qu'une langue vit. Enfin, il y a justement il y a une lectrice qui demande. Pardon, excusez-moi, Hassan, oui. Non, 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 je voulais dire, c'est de ce point de vue-là que nous, on se place aux francophonies des Écritures à la scène. C'est une langue qui ouvre les imaginaires. C'est une langue qui, oui, c'est là que c'est intéressant. Et effectivement, pour ajouter quelque chose, et quand on bouge beaucoup, par exemple, moi, je suis en train de mettre en place un festival francophone en Inde avec l'Institut français de l'Inde, justement à Pondichéry. Quand on entend le français là-bas, on l'entend. Et c'est génial. Mais on entend du français de plus en plus encore en Asie. On entend du français. Vous savez qu'en Corée du Sud, j'ai rencontré de plus en plus des francophones. Il y a cette, comment on appelle, cette coquetterie de la langue française qui fait la différence entre le francophile et le francophone. Moi, je dis, j'entends des francophones, j'entends du français. Et j'ai entendu du français en Asie de plus en plus, j'entends du français en Europe de l'Est. Donc, je suis totalement d'accord avec M. Assouline que oui, on a peur de l'anglais. Moi, je ne vois pas pourquoi. En tout cas, dans mon quotidien, c'est non, non, non. Au contraire, j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus d'ailleurs. Mais alors justement, il y a une lectrice, une spectatrice qui demande, Monsieur Assouline, n'avez-vous pas peur que dans le futur aussi, nous ayons un français d'aéroport, comme vous parliez avant de l'anglais d'aéroport? Non, non, je ne le crains pas parce que, enfin, on n'en est pas là. Il s'agit pas de, il faut pas craindre la créolisation de la langue française. C'est pas du tout du globish, hein. Je veux dire, c'est déjà le cas. Et ce qui se passe, c'est quelque chose de magnifique. Enfin, dans la création, encore une fois, la littérature, ça va loin, ça va même plus loin qu'on le croit. Quand vous lisez Albert Cohen, vous allez jamais dire d'Albert Cohen que c'est un auteur francophone. Bon, il était suisse par accro, mais il était originaire de Salonique. Mais dans la littérature, dans l'écriture d'Albert Cohen, il y a des tas de mots qui viennent d'ailleurs. Faut se déplacer, vous savez, il faut avoir un regard éloigné, faire un pas de côté pour voir. Aujourd'hui, on considère que l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand poète de langue allemande, la seconde partie du XXe siècle, c'est Paul Celan. J'en parle parce que c'est mon poète de chevet. Eh bien, Paul Celan était d'origine juive et roumaine, il venait de Tchernovitch. Il a bouleversé la langue poétique allemande en la truffant de mots roumains, parfois polonais ou russes, hébreu, yiddish et autres. Il faut faire violence à la langue. Vous savez, il y a un mot d'Alexandre Dumas, il est permis de violer l'histoire, qu'on lui disait, ouais, vous violez l'histoire, vous la transformez l'histoire avec un grand H. Il disait, il est permis de violer l'histoire à condition de faire de beaux enfants. Bon, c'est le genre de choses que MeToo n'aurait jamais laissé passer. Enfin, Dumas n'a pas connu MeToo. Bon, ben, la langue, c'est pareil. La langue, il faut lui faire violence. Sinon, elle est figée. Elle est figée. Et donc, si la langue française ne dépendait que des Français de métropole, ce serait dommage, parce qu'elle n'évoluerait pas. Fort heureusement, elle est irriguée par les imaginaires et surtout par le lexique. Je pense au lexique guadeloupéen, etc., et créole, mais c'est une merveille, parce que les livres de Patrick Chamoiseau apportent énormément à la langue française, énormément. Nous avons une dernière question
Je voudrais ajouter une petite chose à cela, c'est que une langue qui ne s'enrichit pas, qui ne s'ouvre pas aux autres langues, ça devient une langue consanguine. On sait ce que c'est que la consanguinité. Et ça devient malade et mort. C'est terrible. Bien sûr. Et donc, cette langue et puis, quand on écoute aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'aller en dehors de la France pour entendre cette langue s'enrichir. Ça s'est enrichi avec des jeunes, avec la musique actuelle, ce qu'on appelle le rap, le slam, etc. Ça enrichit cette langue. Heureusement d'ailleurs, et bien, ça vient d'où? Ça vient des multiculturels qui se retrouvent dans ce qu'on appelle dans les banlieues, dans les quartiers périphériques. Et ça enrichit la langue. Et heureusement d'ailleurs, je dis, pour cette langue française. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous avons une dernière question de Maria José Palma Borrego. Qui se pose des questions sur ce que vous avez dit, Pierre, sur l'écriture et la place des femmes dans la publication, dans l'édition. Donc elle dit: bonjour, je suis espagnole d'origine, mais j'écris en français et en espagnol. Et vous pensez donc, et que pensez-vous des difficultés de publication des femmes, même si nous nous autorisons à envoyer des manuscrits? Est-ce qu'ils sont tous mauvais? Qui contrôle les industries culturelles? Si on reste dans l'idéal, c'est parfait, mais ce n'est pas le cas. Donc, elle a l'air de penser que ce n'est pas seulement une question de femmes qui n'osent pas, c'est aussi une question de préjugés qui resterait en vigueur dans l'édition. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est faux. Il n'y a pas de préjugés. Vous savez, les manuscrits arrivent dans les maisons d'édition. Comment savez-vous qui lit les manuscrits? Il y a des hommes et il y a des femmes. Et il y a de plus en plus de femmes dans les maisons d'édition à qui on distribue des manuscrits, qui les lisent. Et je peux vous assurer que leur premier critère, c'est la qualité de la langue et ensuite l'originalité de l'histoire, etc. Mais savoir que l'auteur est un homme ou une femme, c'est même pas que c'est secondaire, ça ne compte pas. Ce n'est pas un critère. Et on parle de contrôle, il n'y a pas de contrôle. Si vous croyez qu'il y a un type tout puissant là-haut qui dirige tout ça en disant: attendez, pas plus de 20% de femmes, non. Mais non, ça ne se passe pas comme ça du tout. Donc il faut arrêter là sur ce. Il n'y a pas de. Et les comités de lecture dans les grandes maisons d'édition, il y a beaucoup de femmes. Je ne connais pas la proportion, enfin, ça ne pose pas de problème. Vraiment, ça ne pose pas de problème. Merci beaucoup. On va devoir conclure. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé. Je crois que ça a été un débat vraiment très, très intéressant. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire sur la question. Donc, j'espère qu'on aura d'autres occasions d'en parler à l'avenir. Merci beaucoup, Kanaï Chassi. Merci beaucoup, Aslan Kassi Kouyaté. Merci beaucoup, Pierre Assegine. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir ici. Et merci à tous ceux qui ont suivi donc, ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bye. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.